Guillaume Apollinaire disait de Seurat qu'il était le microbiologiste de la peinture. La place de Seurat dans l'histoire de l'art moderne est fondamentale. Elle est aussi fondamentale, je dirais, que celle de Cézanne. C'est l'inventeur du néo-impressionnisme. Avec sa technique nouvelle, on peut dire qu'il a fait entrer la science dans la peinture moderne. Georges Seurat est né le 2 décembre 1859 au nord-est de Paris, rue de Bondy. Son père était huissier, c'est un homme assez austère, assez solitaire. Il va d'ailleurs transmettre un petit peu ce caractère à son fils, ce que certains des amis de Seurat d'ailleurs lui reprocheront entre guillemets parfois. Et il a un oncle, côté maternel, qui est marchand de toile et peintre amateur. Et il est évident que là, il y a une première introduction, en tout cas au monde de l'art, dans cette famille qui n'y était pas franchement préparée. À 16 ans, il intègre une école de dessin où il fait la connaissance d'un autre jeune artiste, Edmond Amangean, futur peintre symboliste. Seurat passera par les Beaux-Arts, très peu de temps finalement. Il va être appelé pour son service militaire et ça va interrompre ses études aux Beaux-Arts. Et quand il va rentrer, il va se former principalement tout seul. Les jeunes garçons trouvent rapidement l'école inadaptée à leur ambition et leur soif de curiosité. Bien que disciplinés et sérieux dans leur travail, ils sont de plus en plus réfractaires à l'étroitesse d'esprit de leurs professeurs. En dehors des cours, Seurat encourage son ami à lire les livres qu'il apprécie et l'entraîne ainsi dans des discussions littéraires et artistiques sans fin. Il découvre l'œuvre de Raphaël et Puvis de Chavannes, qu'il admire énormément. Seurat se passionne pour la théorie des couleurs complémentaires et découvre Eugène Delacroix. Il est fasciné par l'usage que le peintre fait de la couleur et y trouve un moyen de s'affranchir de la ligne. Il définit ainsi ce style, fait de petites taches de couleurs pures et bien séparées, connues sous le nom de pointillisme qui lui apportera la célébrité. Étudiant, Seurat court les musées et les librairies spécialisées. Il s'inspire de traités scientifiques sur les phénomènes optiques, lit les recherches de Charles Blanc et d'Eugène Chevreul sur les principes de l'harmonie et des contrastes de couleurs. En novembre 1878, il quitte les Beaux-Arts pour faire son service militaire à Brest. Durant cette année passée sur les côtes bretonnes, il réalise de nombreux dessins de marine. Seurat regagne Paris en novembre 1880 et consacre son temps à expérimenter de nouvelles méthodes de peinture. Dans un premier temps, il renonce au trait comme définition première de la toile et cherche à créer des zones foncées pour permettre aux espaces clairs d'émerger. En 1882 et 83, Seurat se consacre exclusivement au dessin. Pendant cette période, il étudie avec passion l'œuvre de Delacroix. Je crois que celui qui a vraiment influencé Georges Seurat, c'est Delacroix, parce que Delacroix est un scientifique de la couleur, et Seurat va passer sa vie à étudier les réactions des couleurs les unes par rapport aux autres. Bon, il le fera de façon, comment dirais-je, beaucoup plus poussée que Delacroix, mais c'est Delacroix qui, néanmoins, l'a aiguillonné dans ce sens. C'est la peinture de Delacroix. Les théories scientifiques sur la complémentarité et les contrastes de couleurs, dont il s'approprie la méthode, sont inspirées du travail d'Eugène Delacroix, connu comme étant le plus grand maître de la couleur des temps modernes. Il écrit ses sources, et donc il va citer Delacroix, il va citer Pissarro, et puis ensuite il va citer les livres dans lesquels il a puisé sa réflexion théorique, qui sont évidemment le fameux livre de Chevreul, la théorie du contraste simultané, un petit livre de vulgarisation qui est traduit de l'anglais, qui est le livre de Ogden Rood,
Et puis aussi, dans une certaine mesure, Suter, qu'il découvre plus ou moins par d'autres auteurs. Et enfin, la grammaire de Charles Blanc, qui est un ouvrage assez généraliste à l'usage des beaux-arts, mais dans lequel il y a une section qui fait référence à Chevreul. Donc il va construire sa théorie à partir progressivement entre 82 et la fin de l'année 85, on va dire. En étudiant les lois sur la couleur du chimiste Chevreul, Seurat découvre des grands maîtres du Louvre. La théorie de Chevreul se fonde essentiellement sur la façon de regarder deux objets à la fois. Chaque objet apparaît comme s'il ne possédait pas de couleur propre, mais une somme d'ombres, de reflets et de couleurs complémentaires projetés par les éléments qui l'environnent. En 1882, tout devient limpide pour le jeune peintre ambitieux qui va tenter de réconcilier l'art et la science. Le néo-impressionnisme, le divisionnisme ou le pointillisme, ce sont des termes qui recouvrent plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que les peintres néo-impressionnistes, ça définit leur situation dans l'histoire de l'art. C'est la nouvelle génération après l'impressionnisme, la génération qui a l'âge des enfants, enfin en tout cas de l'aîné de Camille Pissarro. Le divisionnisme, c'est regarder ce mouvement à travers la théorie des couleurs principalement. Et le pointillisme, c'est en voir l'aspect formel. Désormais, tout son travail s'applique à peindre d'infimes petites touches de couleur pure qu'il étale dans toutes les directions. Cette technique semble créer une atmosphère tout en vibration. C'est vrai que Seurat est devenu ce peintre du divisionnisme ou du pointillisme après avoir lu cet ouvrage de Chevreul, qui était chimiste, membre de l'Institut, sur l'étude de la couleur. Chevreul explique que quand on veut faire des mélanges entre différents tons de couleurs, eh bien, on n'est jamais sûr de trouver le bon résultat. Donc, selon lui, il fallait simplement juxtaposer les couleurs différentes le plus près possible, en toutes petites touches, comme des tout petits rayons laser, et ça donnerait des mélanges parfaits. Et Seurat a passé sa vie à poser de micro-touches de peinture sur des toiles parfois gigantesques. Camille Pissarro, grand maître impressionniste qui deviendra un jour le plus important rival du jeune peintre, sera aussi conquis par ce style de peinture. Seurat avance dans cette direction. Il exécute d'abord des esquisses en dessinant d'après nature, puis il applique sa technique. Toute l'excitation qu'il ressent dans ses recherches s'exprime dans le résultat final. L'attitude de Seurat envers le naturel, le réalisme de ses croquis et la manière dont il s'en éloigne dans l'achèvement de ses toiles se retrouvent dans son extraordinaire première peinture, une baignade à Asnières. Peinte entre 1883 et 84 et retouchée en 87, la baignade est un travail remarquable pour un jeune homme de 24 ans. C'est une œuvre vaporeuse, imprégnée de la chaleur de l'été. La baignade à Asnières, son premier grand tableau, celui qui montre en 1884, toute la carrière de Seurat va être ponctuée par des œuvres de grand format. C'est un moment de transition, parce qu'on n'est pas encore vraiment dans le divisionnisme, le pointillisme, la petite touche, ce sont des touches assez larges, assez peu dynamiques, assez statiques, qui empruntent pour partie à l'impressionnisme, pour partie à une certaine tradition française. C'est une œuvre assez stable, mais qui annonce parfaitement l'évolution de Seurat, en tout cas qui montre déjà une maturité artistique alors qu'il est très jeune. Pour peindre juste, Seurat se familiarise avec le paysage et les sujets observés au hasard de ses visites à Asnières. Asnières est une banlieue industrielle à l'est de Paris, traversée par la Seine où les ouvriers passent leur temps libre au bord du fleuve. Seurat passe un temps infini à observer méticuleusement les situations qui s'offrent à son regard, car il avait tout comme Degas une mémoire visuelle assez impressionnante. Il commence par faire des croquis de personnages qui sont avant tout des études au crayon. C'était la méthode des impressionnistes à cette époque. Ensuite, il réalisera des croquis à l'huile, mais toujours sur place. Ça va lui permettre de saisir l'atmosphère, mais aussi d'enregistrer tous les effets de lumière. Et pour le travail préparatoire de ce tableau, la baignade à Asnières, on connaît près de 10 dessins et 14 esquisses à l'huile. C'est dans son atelier qu'il réalise ensuite la composition finale de ce grand chef-d'œuvre.
Il réalise des dessins en brouillon, des croquetons. C'est ainsi qu'il nomme ses esquisses peintes directement sur des planchettes de bois. Ensuite, après d'intenses réflexions, il se sert de ces planchettes pour affiner et perfectionner le détail sur la toile. Il parachève ensuite sa composition en disposant adroitement le jeu des horizontales et des verticales. L'artiste présente la baignade au salon de 1884. Elle est refusée, ainsi que les nombreux autres tableaux soumis. À cette époque, il n'est pas pensable, si ce n'est chez un galériste, d'exposer seul. Être accepté au salon officiel est l'unique façon pour un artiste de faire connaître son travail. Au printemps 1884, un groupe d'artistes refusés du salon décide d'organiser une exposition des indépendants. 4 d'entre eux participent à ce tout premier salon des indépendants. Comme il fallait s'y attendre, le public ne se déplace pas, ni même les critiques. Certains peintres de l'époque aiment ridiculiser ces artistes en qualifiant leur peinture d'incohérente et ridicule, une sorte de farce de peinture. C'est, et cela restera, la seule exposition au public et aux critiques dont bénéficiera la baignade. Jugée indigne d'un accrochage plus important, la toile finira dans un réfectoire. Une chose néanmoins s'avère positive, la rencontre de Seurat avec Paul Signac. Les deux peintres entament une amitié profonde. Seurat et Signac, entourés de leurs amis peintres tels Lacroix et Dubois-Pillet, s'investissent dans la création de règlements au sein de la formation des artistes indépendants. Ils se retrouvent fréquemment afin de discuter éléments et techniques. Signac, un incontestable bavard, partage librement ses pensées et ses idées avec un Seurat passionné, mais d'un caractère plus posé et attentif. Les artistes qui vont adhérer à l'esthétique de Seurat sont des impressionnistes, c'est-à-dire Pissarro, Signac, mais on peut inclure Lucien Pissarro, Luce, tous ceux qui, Dubois-Pillet, Charles Engrand, tous ceux qui vont adhérer à l'esthétique de Seurat sont des peintres de plein air qui recherchent la sensation. Ils adhèrent parce qu'ils comprennent Seurat, parce qu'ils sont fascinés par sa théorie, qu'ils sont fascinés par sa nouveauté, parce qu'il produit, donc ils adhèrent entièrement à son esthétique, mais en même temps, ils se retrouvent en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des peintres rapides, des peintres de motifs, des peintres de sensations, et pas du tout des peintres classiques. Seurat apprend beaucoup des impressionnistes et adopte leur palette simplifiée de couleurs pour ses grandes compositions comme « Un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte ». Seurat est proche des thèmes des peintres de Barbizon, surtout de Jean-François Millet. Il partage un certain nombre de valeurs avec les impressionnistes. D'abord leur refus de la peinture historique, leur faible intérêt pour le portrait, et il l'utilise comme une palette de couleurs claires. En 1885, Seurat peint sur un petit port de pêche, Grand Camp, d'où il réalise de nombreuses petites marines. Pendant ce temps, Signac peint sur les bords de Seine et rencontre son mentor, Armand Guillaumin. Les deux peintres discutent avec passion et peignent ensemble sur les bords du fleuve. C'est ainsi qu'un jour Signac, alors qu'il se trouvait dans l'atelier de Guillaumin, a la chance de voir s'y arrêter Camille Pissarro. Signac, audacieux et avide de partager ses idées, insiste pour que Pissarro, le maître des impressionnistes, rencontre Seurat. Tous les deux défendent ardemment leur projet de ne pas mélanger les couleurs sur leur palette. Ils expliquent avec enthousiasme à Pissarro comment de minuscules coups de pinceau de couleur pure apportent un rendu plus lumineux. Convaincus de leur théorie, Pissarro, l'ami de Cézanne, de Monet, de Renoir, adopte sans hésitation ce nouveau style, le divisionnisme.
Seurat, c'est pas franchement mélangé aux impressionnistes, car les impressionnistes, c'est souvent de grands coups de pinceau créant un flou de près, mais un superbe paysage vu de loin, tandis que lui, c'est tout le contraire. C'est du travail méticuleux, c'est du travail soigné, fin, délicat, et le seul impressionniste qu'il a réussi véritablement à convertir, c'est Pissarro, parce que Pissarro peignait, j'allais dire, comme Claude Monet peignait, jusqu'à ce qu'il soit tombé sous le charme de la peinture de Seurat, et Pissarro va faire du divisionnisme, lui, à son tour. Signac est également de cette école pointilliste ou divisionniste. Signac, Pissarro, Derain, Seurat, voilà. Mais c'est resté quand même un tout petit comité, ce qui le réjouissait, parce qu'il ne fallait pas galvauder sa peinture, disait-il. Le fils de Pissarro, Lucien, du même âge que Signac et de son ami Louis Mayer, se laisse aussi influencer par cette technique nouvelle. Par des méthodes fondées sur les théories scientifiques de la couleur, le petit groupe poursuit ses recherches sur la quête de nouvelles synthèses. Ils utilisent les expérimentations de Chevreul, de Maxwell et des mesures d'Ogden-Rood pour montrer que la sensation de mélange optique des tons provient plus de l'intensité lumineuse que du mélange de pigments eux-mêmes. De décembre 1884 au printemps 1886, Seurat termine son célèbre et gigantesque tableau un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte, qui se démarque par sa taille, mais surtout par la maîtrise absolue de sa technique. Sa préparation ne nécessite qu'une vingtaine de dessins réalisés sur l'île ou des modèles en atelier. À cela s'ajoute une trentaine de peintures qui lui permettent d'orienter sa vision de l'œuvre finale. Une entreprise d'une telle envergure reste unique dans l'art moderne, mais aussi dans le mouvement impressionniste. Monet, par exemple, capture ses effets de lumière en seulement quelques heures, à l'inverse de Seurat, débutant de 25 ans qui mettra presque 2 ans à achever sa toile un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte. S'il suit les préceptes de Delacroix, un néo-impressionniste ne commence pas une composition sans en avoir déterminé l'organisation. Les croquetons de Seurat, exécutés d'après nature en quelques rapides coups de pinceau, ne suivent pas la technique du pointillisme. Les lois du contraste et de l'équilibre sont parfaitement appliquées. Seurat utilise la synthèse de couleurs découverte par Chevreul, une représentation ordonnée selon un spectre chromatique qui structure la perception des couleurs. C'est un peintre solitaire qui prépare très longuement ses grands formats par des petites études. Les petites études, évidemment, sont croquées sur le motif, notamment sur l'île de la Grande Jatte. Mais le travail, l'œuvre, le grand œuvre, est fait en atelier, complètement en atelier. Et il est complètement dominé intellectuellement. Les bleus, rouges, jaunes et verts se succèdent dans l'ordre de celle d'un arc-en-ciel. La multitude de couleurs intermédiaires s'intercale et s'ordonne. Du bleu-violet, violet, violet-rouge, rouge, rouge-orange, orange, jaune-orangé, jaune, jaune-vert, vert, bleu-vert et à nouveau le bleu qui referme le cercle chromatique. Sur sa palette, à côté du trou pour le pouce, Seurat pose plusieurs gouttes de blanc pour accorder le plus de tons et de mélanges possible avec les couleurs primaires. Dans sa composition, il est en osmose parfaite avec son sujet. Jusque dans les moindres détails, il expérimente cette technicité complexe de façon rigoureuse. Son travail se concentre essentiellement sur les valeurs de couleurs et leur interaction. Chaque jour, pendant plusieurs mois, Georges Seurat se rend sur l'île de la Grande Jatte. Un jour, il observe une femme se promenant le long des berges et tenant un singe en laisse. Longuement, il étudie ces gracieuses créatures et réalise plusieurs croquetons. De retour dans son atelier, il immortalisera l'œuvre finale. Seurat s'imprègne tellement de son travail que ses amis ne le voient plus, à moins de venir peindre sur l'île avec lui. Tous les matins et tous les après-midi, il s'y tient, regagnant son atelier dans la soirée pour continuer à travailler. Patiemment, il remplit la toile avec ses minuscules touches multicolores qui, à une certaine distance, provoquent cette luminosité qui est le secret de son œuvre. Pourtant, Seurat ne se limite pas aux petites taches de couleur. Sous cette couche des points minuscules,
on peut observer une autre couche de pigments brossés plus largement avec la même technique qu'il utilise dans ses croquetons. Ce qui explique que nous ne voyons pas le blanc de la toile à travers les touches. Chaque coup de pinceau et de couleur est mûrement réfléchi. Ainsi, il peut peindre en continu toute une partie de la toile sans hésitation, s'arrêter, prendre du recul et observer la progression de ses effets. Avec une palette conformément agencée à l'avance, la lumière réelle n'a finalement aucune importance. Il ne laisse rien au hasard et n'accorde aucune place à l'inspiration soudaine. Félicité pour sa toile, Seurat répond simplement « J'ai appliqué ma méthode et c'est tout ce que le tableau représente. » Les relations qu'il entretient avec les impressionnistes restent mouvementées pendant de nombreuses années. Les expositions deviennent inconsistantes. Pas une seule n'a lieu entre 1884 et 1885. En 1886, sous l'impulsion de Manet, plusieurs membres du mouvement impressionniste se mettent d'accord pour participer à la 8e exposition des artistes impressionnistes. Pissarro, Monet, Degas, Sisley, Renoir et d'autres forment le groupe. Pissarro insiste pour que Cézanne, Signac et Seurat présentent leurs œuvres. Sa demande rencontre beaucoup de résistance. Il existe une réelle opposition entre impressionnistes romantiques et impressionnistes scientifiques. Lorsqu'il fut décidé que Seurat pourrait présenter son œuvre, Degas insista pour que le nom impressionnisme ne soit pas utilisé pour décrire l'exposition. Monet, Renoir, Sisley et Caillebotte décident de se retirer. Dans un élan solidaire, Pissarro demande que ses peintures soient accrochées dans la même pièce que celles de Seurat, Signac et de son fils Lucien. La publicité de l'exposition se fait sur ces simples mots « 8e exposition de peinture, 15 mai 1886 » et rien d'autre. Seurat envoie 5 paysages de Grand Camp, 3 dessins et la Grande Jatte. La pièce dans laquelle la Grande Jatte est exposée manque de profondeur. Les visiteurs ne peuvent donc pas prendre le recul nécessaire et voulu par le peintre pour apprécier pleinement la toile. Mais la volonté de Seurat et de ses amis de faire découvrir au public les différences subtiles qui existent entre chaque peintre ne passe absolument pas dans l'esprit de l'observateur. La foule s'esclaffe devant cette toile gigantesque et son singe en laisse. Émile Verhaeren, le poète belge, enregistre ses impressions. Ce tableau ne laisse aucun doute sur sa complète sincérité, son originalité. Ce soir, j'en ai parlé à des artistes. Ils se sont moqués de moi par des rires et des dérisions. De nombreuses critiques considèrent ce tableau comme une farce et le dénigrent. Alors que le raffinement des tons dans les œuvres de Grand Camp est admiré, la Grande Jatte est accusée d'offrir des tons bruts et des sujets que l'on regarde comme des personnages de cire. Leurs peintures sont perçues comme identiques par le visiteur moyen. On accuse donc que ces peintres de réaliser des toiles sans vie, omettant la sincérité et la spontanéité des expressions. Seul un critique d'art a le courage d'exprimer son admiration pour cette nouvelle peinture, Félix Fénéon. Déjà, en 1884, Fénéon reconnaît l'importance de la nouvelle toile de Seurat, La Baignade, en lui consacrant un long article élogieux dans la revue Vogue. Le grand critique d'art Félix Fénéon est le premier à expliquer au public les nouvelles méthodes de Seurat. Il définit clairement les qualités et l'originalité de son œuvre. Cette extraordinaire sensation peut s'expliquer par la théorie de Dove. Mais qu'est-ce donc? C'est quand la rétine perçoit des faisceaux lumineux, distincts de façon alternée et très rapide, ce qui a pour effet d'engendrer de multiples éléments colorés, dissociés. Si vous considérez par exemple quelques centimètres carrés de tons uniformes dans la Grande Jatte, vous trouverez sur chaque centimètre de cette surface un immense tourbillon de minuscules points qui, au final, produisent la couleur voulue. Seurat est le premier à montrer un exemple achevé et méthodique de cette nouvelle technique. De n'importe quel point de vue, son immense toile donne l'impression d'une tapisserie uniforme exécutée avec beaucoup de patience. Pour les années suivantes, l'exposition de 1886 est considérée par Gustave Kahn comme un tournant décisif dans l'histoire de l'impressionnisme. Dans ce tableau, nous voyons
le portrait de Félix Fénéon, exécuté par Paul Signac en 1890. Fénéon écrit un grand article sur le groupe des impressionnistes scientifiques. Comme la naissance de l'impressionnisme fut défendue en son temps par Émile Zola et Edmond Duranty, le divisionnisme cherche lui aussi son défenseur parmi les écrivains de la littérature symboliste. 1886 est une année importante dans l'histoire de la peinture. Elle confirme que la peinture tient une place aussi grande que la littérature. Toutes les idées s'affirment et des groupes se forment. Gustave Kahn explique. Nous n'avons pas seulement ressenti que nous nous acheminions vers un courant d'idées nouvelles, nous paraissions attirés vers une force parallèle qui unissait nos pensées propres, une sorte de recherche de l'absolu impulsée par l'œuvre de Seurat. De tous les écrivains symbolistes et de tous les amis fidèles à Seurat, le plus proche reste sans doute Félix Fénéon. Il possède ce don de rendre visible toute chose perçue par le regard et de le rendre intelligible à l'esprit, tout comme il ne peut s'empêcher de montrer et d'exprimer aux autres le plaisir qu'il ressent à regarder une œuvre splendide. Dès qu'il en a l'opportunité, Fénéon ouvre les portes aux jeunes talents qu'il choisit parmi la foule d'artistes émergents. L'amitié qui le lie à Seurat naît de l'admiration qu'il a pour son œuvre et se poursuivra au-delà de la mort du peintre. C'est dans la revue Les Impressionnistes de 1886 que le grand critique d'art Fénéon emploie pour la première fois le terme de néo-impressionnisme. Il est le premier à l'appliquer aux artistes qui suivent Seurat, en scindant leurs couleurs de la même façon. Fénéon se définit comme le porte-parole officiel de ce mouvement. J'ai tendance à considérer que c'est le premier mouvement artistique moderne, dans le sens où il a une théorie, un groupe relativement formé, une esthétique extrêmement homogène, un corpus intellectuel derrière qui est énoncé, très clairement. Tout ça dans un laps de temps très court. C'est très différent de l'impressionnisme qui s'est formé très lentement, avec des personnalités pas forcément homogènes, et sans pour autant qu'il y ait un véritable appareil théorique qui les unisse. C'est les circonstances, les artistes indépendants qui se regroupent contre l'académie et qui vont s'influencer mutuellement. Mais on ne peut pas parler de mouvement au sens moderne, au sens de l'avant-garde du XXe siècle. Alors que le néo-impressionnisme en a certaines caractéristiques. La revue Les Impressionnistes de 86 offre non seulement la première analyse de l'œuvre de Seurat, mais célèbre aussi le triomphe du style sur l'institution qui, au bout du compte, entraînera la dissolution des impressionnistes. Plus aucune exposition ne sera jamais organisée après cela. Durand-Ruel, considéré comme le vendeur attitré de Manet, Renoir, Sisley et Pissarro, propose de réunir un grand nombre de peintres pour une importante exposition en Amérique, la première du genre. Sur l'insistance de Pissarro, il inclut aussi des œuvres de Seurat et Signac. Contre toute attente, l'exposition remporte un franc succès. Les critiques américains portent un regard tolérant sur les peintures. Au lieu de prétendre que les impressionnistes ne savent pas dessiner, ils reconnaissent que les peintres exécutent leurs œuvres avec une intention bien précise. Celle de montrer que s'ils s'éloignent des règles établies, c'est parce qu'ils les ont dépassées. Pourtant, même si Durand-Ruel parvient à vendre de nombreuses toiles, Seurat ne trouve pas d'acheteurs américains. Durant l'été 1886, il se rend à Honfleur où il peint plusieurs marines qu'il présente au Salon des Indépendants. À celle-ci s'ajoutent aussi plusieurs marines de Grand Camp et une fois encore la Grande Jatte. En novembre, Pissarro demande à présenter ses peintures à Nantes. À nouveau, il use de son influence en faveur de ses jeunes amis Seurat et Signac, afin qu'ils affichent eux aussi leurs travaux. En février 1887, Signac accompagne Seurat à Bruxelles pour la première d'une exposition et fait son compte-rendu à Pissarro. Une foule immense se presse, bourgeoise et anti-artistique. L'exposition se tient dans la magnifique galerie du musée Laroche qui est baignée de lumière. La technique du pointillisme intrigue le public et le force à réfléchir. Et il commence à comprendre que quelque chose émerge. La Grande Jatte, bien mieux accrochée qu'elle ne l'avait été à Paris, devient le centre d'attraction, suscitant de nombreuses polémiques.
Un correspondant observe qu'il est difficile d'être plus indépendant que M. Seurat et de peindre avec plus de dédain. Mais toutes les critiques ne sont pas négatives. Ses marines remportent des éloges et 2 de ses toiles sont achetées par des admirateurs. Ainsi, le cercle de Seurat et de ses amis continue sa progression. Seurat demeure le chef de file incontesté du petit groupe. Pissarro met toujours en avant les idées de Seurat qui, à la vue de ses découvertes ainsi partagées, se plaint d'être trop souvent imité. Il devient susceptible, jaloux et peureux envers les peintres qui se servent de ses recherches, à tel point qu'il refuse d'exposer ses œuvres. Donc Seurat va très vite jalouser en tout cas la concurrence des artistes qui le rejoignent. Il n'est pas préparé à faire école. Il se retrouve autour de lui avec un groupe, un peu malgré lui, et ce groupe s'empare de non seulement sa technique, mais de sa théorie, et la propage à travers des critiques d'art, par exemple, comme Félix Fénéon. Il va devoir donc en fait se repositionner pour revendiquer ou faire attention à ce qu'on ne le dépossède pas d'une certaine paternité. Ceux qui l'ont connu à cette période le décrivent comme un personnage réservé et participant rarement aux discussions. Il écoute, mais ne se mêle de la discussion seulement si la parole lui est directement adressée. Seurat est un personnage très solitaire, qui se confie relativement peu. En tout cas, il n'est pas du tout dans l'esprit de groupe qui caractérise les artistes de la génération impressionniste et néo-impressionniste de surcroît. Donc parfois, certains ont dit, oui, le notaire, en parlant de Seurat, parce qu'il était extrêmement précis. D'ailleurs, ses écrits sont extrêmement intéressants pour l'historien, parce qu'il n'y a pas de floriture, il va à l'essentiel. Voilà. Il prend acte. Les discussions qui préoccupent Seurat et ses amis se concentrent sur 3 sujets. La littérature, la peinture et la politique. Juste pour la forme, Seurat est le témoin silencieux de leurs débats. Il participe aux discussions seulement si elles traînent tard et il est toujours écouté avec le plus grand respect. Toujours présent lors des réunions de groupe et travaillant activement à l'organisation des expositions des indépendants, Seurat reste néanmoins un mystère pour la plupart de ses collègues. Même ses proches en savent peu sur lui. C'est seulement après sa mort que ses meilleurs amis apprennent l'existence de la personne avec qui il partagera les dernières années de sa vie et qui lui donna un fils. Quand son travail ne le retient pas dans son atelier, Seurat passe son temps dans les foires, les cirques ou les music halls, la nouvelle tendance qui fait un tabac dans la ville de Paris. Mais si ces sujets de tableau restent vivants et colorés, Seurat semble quant à lui dénué de sentimentalité. En effet, il communique peu avec sa famille. Sa participation aux conversations amicales ne vise que des problématiques artistiques et il s'habille de façon simple et assez stricte, ce qui lui donne un air absolument austère. Son atelier est meublé sobrement, une petite chambre monastique meublée d'un lit bas et étroit, décorée de quelques marines, de la baignade, un divan, quelques chaises et couvrant tout un mur, son plus grand chef-d'œuvre, plus tard la Grande Jatte. La toile, un dimanche après-midi à la Grande Jatte, apparaît dans la toile Les Poseuses. Le 25 juin 1886, il écrit à Pissarro, Donfleur. « Ah, il fait ici un temps superbe depuis 5 jours. J'espère vite me mettre sérieusement au travail. Oh, jusqu'ici, je n'ai fait que quelques croquis pour me familiariser avec le coin. Pour moi, la scène apparaît terne, telle une mer indéfinissable, même sous le plus fort soleil et le ciel bleu de ces derniers jours. Rien d'intéressant à dire, juste prendre la température de la maison. J'ai reçu seulement 2 lettres. Le vent et les nuages m'ont dérangé ces jours-ci. La stabilité des premiers jours devrait revenir. Votre travail avance-t-il bien? Je n'en doute pas. Nul besoin pour vous de répondre. Et puis, que dire de plus? Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Sortons et enivrons-nous sous le soleil. Cela me console. » Une autre fois, se rapportant à son travail, il écrit « Sans espoir, une espèce de plâtre envahit la toile. On n'y voyait rien de plus que des taches d'un travail lassant. » Pissarro est le seul de la vieille école impressionniste à rejoindre les impressionnistes scientifiques.
Seurat se lasse bientôt de voir chacune de ses œuvres devenir le centre de discussions qui se transforment en échanges d'arguments et de soupçons. Par ailleurs, il s'inquiète de voir son cercle d'amis s'élargir avec l'arrivée de nouveaux convertis. Quand Seurat veut arrêter d'exposer afin que nul ne puisse le copier, Pissarro écrit à son fils Lucien en février 1887. « Cette précaution est si grande, mais je ne vois aucun inconvénient à cela, puisque je considère que rien n'est secret dans la peinture ou la personnalité propre de l'artiste, laquelle n'est pas forcément perceptible. » Dans une autre lettre à son fils, il écrit « J'ai rendu visite à Seurat, dans son atelier, hier. Son tableau Les Poseuses avance. Une harmonie vibrante s'en dégage déjà. Je pressens une œuvre magnifique et surprenante. J'assiste à sa naissance. C'est inévitable, mon cher Signac, nous sommes obligés de faire pareil. Je vais m'y adonner de toute mon âme. Évidemment, je ne l'exposerai que lorsque notre ami Seurat aura déclaré sienne sa méthode comme la seule parfaite. » Pissarro est un homme droit. Il n'y a pas de secret en art. Seurat décide qu'il vaut mieux pour lui clarifier les choses une fois pour toutes. Il est l'inventeur de ce style. Au cours de l'été 1890, après plusieurs esquisses, Seurat note sur papier les principes de son esthétique. Il n'écrit pas comme un peintre, mais comme un professeur. Au printemps 87, lors de la 3e exposition des Indépendants, il présente 8 toiles et une douzaine de dessins. Un critique écrit « Les tableaux sur la mer qu'il nous offre cette année, spécialement ses phares, confirment ce réel talent dont il nous fournit la preuve irréfutable. Sa technique devient superficielle et dépourvue d'imagination quand il introduit des personnages humains. Et c'est là justement qu'intervient sa valse de minuscules petits points. » Vous avez une difficulté que rencontrent ces artistes pour représenter la figure humaine. Et dans le même temps, une partie de la théorie du néo-impressionnisme comprend des aspects qui n'ont rien à voir avec la couleur, qui sont liés à l'influence des lignes, à ce qu'on pourrait appeler la psychomorphologie des formes, qui sont des théories mises en avant à l'époque par Charles-Henri. Mais les artistes vont penser, et notamment Seurat, qu'une toile avec des lignes droites descendantes de gauche à droite sera plus triste et moins dynamique qu'une composition avec... Voilà. Donc il y a un formalisme qui se cache, une certaine forme de construction géométrique qui est très pensée dans les œuvres, qui n'est pas favorable tellement, en tout cas au début, à la figure humaine. Et les paysages maritimes, surtout ceux que fréquentent Seurat et Signac aussi dans ce milieu des années 80, paysages de Normandie, a l'avantage, avec ses falaises, ses plages, de permettre de jouer avec ces lignes. Donc ça sera un motif privilégié. Un critique écrit « Il habille ses personnages de petites puces de toutes les couleurs, les recouvrant entièrement, mais dessous, rien ne transparaît. Pas de sentiment, ni peur, ni âme, rien. J'ai peur qu'il y ait trop de méthodes, trop de techniques et pas assez de place. Pas assez de place pour la fantaisie. » À propos de cet écrit, Renoir parle de sa propre répugnance à s'encombrer lui-même d'explications scientifiques pour ses tableaux. « Certaines choses extraordinaires dans la peinture ne peuvent s'expliquer. C'est essentiel. Cela ne peut se traduire dans une formule. » Seurat répond rarement à ce genre d'attaque. Il n'a pas le temps. Fénéon est là. Il fait rempart aux critiques et les dément. Mais bien qu'ami fidèle, Fénéon ne peut cacher sa désapprobation lorsqu'en 1888, au Salon des Indépendants, Seurat introduit ses cadres colorés. Il peint un contour encadrant la scène, soulignant le paysage d'orange ou de bleu selon les endroits, créant une réalité absurde. Au Salon des Indépendants de 88, se représentent Les Poseuses et La Parade, grand tableau et fruit de plusieurs années de travail. Il n'expose aucun paysage, alors que les paysages restent appréciés même de ses adversaires. Des explosions de rire et de moquerie éclatent à la présentation de ce grand tableau. Charles Blanc, comprenant la méthode de Seurat, s'engage à le défendre. Il écrit « Sa toile, Les Poseuses, atteint la perfection. 3 femmes nues, une debout et 2 autres assises de chaque côté devant le mur de l'atelier, sur lequel est exposée la grande jatte, soulignant l'importance du travail du peintre dans son atelier. » L'art du peintre réside dans la création d'une parfaite synthèse entre ces deux mondes. Dans une somptueuse harmonie, il s'exprime avec des tons sur lesquels resplendissent les 3 splendides corps de femmes,
En 1889, Seurat envoie les poseuses avec 8 paysages et 3 dessins à l'exposition Les Vins à Bruxelles. À cette époque, la cible préférée d'un public ignorant est Gauguin. Ainsi, les poseuses et un des dessins de Seurat retiennent l'intérêt d'un acheteur potentiel. Dans une lettre datée du 17 février 1889, Seurat écrit « J'aimerais connaître le nom du collectionneur. Je serais entièrement satisfait si vous obteniez 60 francs pour mon dessin. Quant à les poseuses, il m'est difficile de donner le prix. Si je calcule qu'il m'a coûté 7 francs par jour pendant une année, vous voyez le problème. » Le collectionneur n'arrive pas à se décider. De retour à Paris, les poseuses somnolent à côté de la Grande Jatte dans le nouvel atelier de Seurat, passage de l'Élysée. Après cette exposition, le vieux maître Pissarro se sépare de ce groupe de jeunes artistes et de leur technique pointilliste, non sans une explication pourtant. En 87, Pissarro commence déjà à adoucir la rigidité d'exécution de ses œuvres sans pour autant abandonner le divisionnisme. Toutefois, il admet avec sa franchise habituelle qu'il s'est menti à lui-même et que ses peintures ne le satisfont plus pleinement. Une théorie n'est pas bonne en soi. Elle ne le devient que s'il en obtient des résultats. Si les résultats ne satisfont pas les besoins, aucune preuve scientifique ne peut l'empêcher d'abandonner cette théorie et d'aller chercher ailleurs son salut. Pendant un moment, Pissarro voulut retravailler toutes ses peintures à la manière de Seurat. Mais ses travaux n'aboutiront jamais à de nouvelles toiles. Au printemps 1889, Seurat se rend au Crotoy. Durant l'été, il peint en bord de mer d'après nature. L'hiver, il termine ses grandes toiles qui réclament plus de recherche. Il soutient que son objectif pendant l'été est simplement de se sevrer de la lumière de son atelier et de transcrire les vives clartés de l'extérieur et toutes ses nuances. Jeune femme saupoudrant, 1889. Seurat débute ce portrait de Madeleine Knobloch, sa maîtresse. Cette liaison restera secrète jusqu'à la mort de l'artiste, même aux yeux de ses amis les plus intimes. Elle est peinte comme une jeune femme aux proportions généreuses. Son port de tête et sa gestuelle trahissent cette étrange solennité si fréquente dans l'œuvre de Seurat. Ses sous-vêtements soulignent le contraste entre le corsage noir et la pâle douceur de sa peau, tandis que l'arrière-plan forme une sorte de halo lumineux autour de ses cheveux noirs. À l'origine, Seurat a peint sa propre tête, se reflétant dans le miroir pendu sur ce mur, unique autoportrait jamais réalisé par l'artiste. Ignorant le lien entre l'artiste et son modèle, un ami lui fait remarquer que cette présence dans le dos de cette femme pourrait entraîner des remarques désobligeantes. Finalement, Seurat remplace son image par un pot de fleurs. La toile est présentée à l'exposition des Indépendants de 1890 avec Le Chahut. La Parade est exposée en 1888 au 4e Salon des Indépendants. Sous une lumière artificielle de foire, 4 musiciens dans l'ombre jouent du cornet à piston et du trombone. Les horizontales semblent uniformes, renforcées par des couleurs figées. Le Chahut concilie un réseau compliqué de lignes verticales et diagonales. Dans une lettre à son frère Théo, Van Gogh écrit « Seurat nous montre une très curieuse image où il doit faire un effort pour exprimer des émotions avec la direction des lignes. Ce tableau donne certainement l'impression de mouvement, mais dans une apparence étrange qui ne pousse pas les idées vers la sérénité. » Après le Chahut, le cirque apparaît plus libre et plus direct dans sa conception. Si Seurat ne le considère pas comme un travail accompli, il le pense cependant suffisamment achevé pour être exposé. C'est une des dernières œuvres qui laisse apparaître un aspect important de son travail, le dynamisme. Le Chahut et le cirque privilégient les lignes obliques et serpentines, ainsi que les représentations de mouvements rapides. Ces œuvres reflètent les théories de Charles Henry sur le dynamisme de certains rythmes linéaires et sur leur signification psychologique sur l'artiste. On observe aussi le goût déclaré de Seurat pour les affiches du maître du genre, notamment Jules Chéret, et pour ces fameuses estampes japonaises qui fascineront tous les impressionnistes.
La toile Le Chahut annonce certains développements du cubisme, notamment Braque qui aura même la reproduction dans son atelier, et ce qu'on nommera plus tard en histoire de l'art le futurisme. À son retour de Gravelines à l'été 1890, Seurat est à nouveau invité à se présenter à la prochaine exposition annuelle à Bruxelles. Pissarro, Gauguin, Guillaumin et Sisley sont également conviés. Le salon est dédié à Vincent van Gogh après son suicide l'été précédent. Une fois encore, le Chahut, la Grande Jatte, reçoivent de mordantes moqueries. Seurat, ce pape dans l'art de peindre avec des taches de cire à cacheter, ce barbouilleur, qui marque avec des timbres de génie des enduits et des taches avec la plus grande ignorance. Il dépasse toutes les limites de la démence. Pissarro est accusé de façon pénible d'avoir essayé d'ajouter du piment à cette technique déplaisante et d'une dureté indécente. Le Chahut est descendu en flèche par la verve des experts. Ce travail ne représente que le spasme frénétique d'une respiration de gnome et d'un vampire en chaleur avec des couleurs mortes de plaies purulentes. Peu de temps avant cette douche froide, le 2 février 1891, lors d'un banquet tenu en l'honneur de Jean Moréas, auteur d'un manifeste sur les principes du symbolisme littéraire, Seurat devisait avec Anatole France, André Gide, Jules Renard, Félix Fénéon, Paul Gauguin, Paul Signac et beaucoup d'autres. Certains des invités ont déjà atteint un certain renom, d'autres pas encore. Pour les générations futures, ces hommes sont devenus les symboles d'une époque. Les peintres et les écrivains du cercle de Seurat ont unanimement reconnu son génie et admiré son art. Ils avaient compris que la technique employée par ce jeune homme de 31 ans, habité par une vision nouvelle, serait destinée à occuper une grande place dans l'histoire de l'art. Mais ils ignoraient que celui d'entre eux dont le travail serait le plus célèbre serait aussi le premier à s'en aller. Seurat est un homme austère. Sa peinture est assez austère d'ailleurs. Ça n'est jamais très criant de joie ou de bonne humeur. C'est quelqu'un qui est très renfermé, qui est très fidèle en famille à papa et maman. D'ailleurs, ses parents étaient en villégiature à Gravelines, tout à côté de Dunkerque, quand il les a rejoints pour aller les embrasser. Et c'est là où il a attrapé une mauvaise angine qui s'est transformée en diphtérie et il meurt à 32 ans. Dans la première quinzaine de mars 1891, Seurat travaille tous les jours comme membre du comité de l'exposition des indépendants. Il présente le cirque et 4 vues du canal de Gravelines. Le froid mordant de la semaine ne le ralentit pas, mais le mal de gorge qui s'ensuit le touche durement. Une semaine plus tard, une fièvre soudaine le terrasse. Il meurt dans les jours qui suivent. Son jeune fils contracte aussi une maladie et le suit rapidement dans la tombe. Durant les 10 années que compte sa carrière artistique, Seurat a réalisé de nombreuses toiles. À sa mort, le 29 mars 1891, seuls ses vrais amis intimes mesurent à quel point sa disparition constitue une perte irréparable, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour le monde de l'art, puisqu'il a réinventé la méthode picturale. Au cœur de la peinture française, de cette peinture française qui va avoir un impact sur toute la peinture européenne, vous avez 2 pôles principaux, Seurat et Cézanne. Seurat, les œuvres sont relativement rares et longtemps méconnues, mais il y a son environnement. Il y a Signac, il y a toutes les œuvres produites par les autres artistes du groupe. Cézanne va s'intéresser à la structure et va donner le cubisme. Et Seurat, par la décomposition de la couleur, par cette idée qu'on peut préécrire une œuvre et décomposer l'objet, c'est-à-dire que l'objet n'a plus de couleur ou de valeur propre. On pense la totalité de l'œuvre et ensuite l'objet reçoit une certaine proportion de complémentaires en fonction de sa situation dans un ensemble. Ces moyens, qui sont extrêmement abstraits, vont apporter à tous les artistes qui vont ensuite donner naissance à la peinture non figurative, cette fois, les moyens intellectuels de leur art.
C'est donc Seurat, comme Cézanne, sont les deux pôles principaux de la modernité.